Et nous avons le plaisir de recevoir Ammar Belhimer. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'Université d'Alger. Vous êtes également journaliste chroniqueur. On vous retrouve chaque mardi sur le Soir d'Algérie. Et vous venez de sortir donc ce livre, Les Printemps du désert, aux éditions ANEP. Nous, on a choisi un titre, c'est Les Printemps du désert ou l'échec des révolutions arabes. Peut-on parler aujourd'hui d'un échec des révolutions arabes ? Tout à fait. D'ailleurs, le titre lui-même indique cette direction d'analyse, et cette lecture et cette conclusion. Printemps du désert, c'est un peu une métaphore pour dire le paradoxe qui a associé une saison qui est censée être féconde avec un processus qui me semble complètement régressif et aride. Voilà un peu le clin d'œil du titre. Un peu comme le printemps de Prague ou les autres printemps qui ont débouché sur de vrais changements, sur un vent de liberté. Ce sont des printemps qui n'ont rien donné dans ces pays, ou est-ce que là on voit la Tunisie, est-ce que c'est différent par exemple des autres pays comme notamment la Libye, la Syrie ou le Yémen? Non, ce sont des mouvements qui n'échappent pas à une tendance générale. D'ailleurs, ils portent le même nom, soit une couleur, révolution orange en Ukraine, notamment en Géorgie ou je ne sais pas quoi, soit des fleurs. Donc, ça n'échappe jamais à cette règle, des couleurs ou des fleurs. Dans le cas que vous évoquez, le cas tunisien, la chose est, à mon avis, doublement grave. Ce qu'on a appelé la révolution du jasmin, en réalité, est une confiscation d'un mouvement de longue durée, qui est un mouvement de revendication, de lutte syndicale qui a toujours été porté par l'UGTT dans les mines du Sud, les grèves, les sacrifices des travailleurs tunisiens, qui n'ont jamais arrêté depuis les années 50, et confiscation de ce mouvement au profit de, comme disait Nahnah, de quelqu'un qui est né avec une moustache, en l'occurrence Nahda, et qui depuis le départ, à mon avis, depuis le début de la révolution des Jasmins, a plongé la Tunisie dans la récession économique. Elle est fuie par tous les touristes. Et pourquoi on parle d'exemple tunisien, Ammar Belhimer? Parce que c'est le seul pays, approximativement, depuis 2011, qui n'a pas sombré dans la guerre, comme par exemple le Yémen, la Syrie ou la Libye. Il y a aussi l'exemple égyptien. On ne peut pas parler de guerre en Égypte aujourd'hui, mais on est revenu au statu quo, à la même situation d'avant Hosni Moubarak. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Globalement, avec peut-être quelques réserves. La Tunisie subit les affres du terrorisme comme tout le monde. Et pire que ça, il ne faut pas oublier que la Tunisie alimente humainement toutes les chaînes de subversion terroriste à travers le monde arabe. Moi j'étais en Syrie au mois de janvier 2015, donc il y a un an. La première nationalité qui alimente Daesh et Nasra en Syrie, c'est les Tunisiens. Donc ce sont les bases de formation, les bases d'entraînement, les réseaux de financement des filières tunisiennes qui alimentent la subversion en Syrie, qui alimentent également l'instabilité qui prévaut actuellement en Libye. Le cas égyptien est un peu différent puisqu'il participe, à mon avis, d'un processus qui est beaucoup plus complexe. C'est la recherche d'un leadership dans la région, avec trois grandes forces globalement, et on va retrouver l'Égypte là-dedans. Le wahhabisme, qui veut sous-traiter le leadership régional avec les États-Unis, la Turquie plus le Qatar, frères musulmans, qui ont perdu Morsi. Donc l'Égypte rejoint le wahhabisme, forcé la pauvre, parce qu'elle n'a pas le choix, elle doit financer son déficit budgétaire. L'Arabie saoudite a proposé son aide, donc c'est un mariage forcé. Et puis vous avez une troisième tendance qui cherche du leadership, mais sans forcément chercher la sous-traitance auprès des États-Unis. C'est un leadership, vous allez dire, beaucoup plus souverainiste et indépendant. C'est celui des chiites, l'Iran, avec la Syrie et le Hezbollah. Mais ce qu'il faut préciser également, c'est que tout cela résulte d'une situation politique qui a plusieurs années. Dans votre livre, vous parlez des accords de Sykes-Picot, de cette ancienne domination franco-britannique et du rôle très important joué aujourd'hui par les États-Unis dans les printemps arabes. Est-ce que les printemps arabes, une première question avant de vous laisser répondre, est-ce que ce sont des mouvements spontanés? Jamais. Ce sont non seulement, ils ont la double caractéristique de ne pas être des mouvements spontanés, et de ne pas être des mouvements endogènes.
À mon avis, ce sont des mouvements complètement commandités et préparés de longue date. On peut voir pourquoi. D'ailleurs, c'est un peu l'objet, un peu l'ambition de cet essai, que de reconstruire tout ce qui n'est pas évident, de le remettre dans une perspective historique. Et c'est un peu des pièces d'un puzzle que je reconstitue pendant une période de 6 ans. De 2011, le début du printemps arabe, jusqu'à 2016, date de parution. Alors, il n'y a pas de démocratie dans ces pays où il y a les prémices peut-être dans certains, mais ce qui est sûr, c'est que le terrorisme est là, et notamment en Syrie. Alors, est-ce que le printemps arabe a un peu engendré aujourd'hui le terrorisme? Il l'a alimenté, en même temps, il est venu du terrorisme, il a alimenté le terrorisme, me semble-t-il. Le printemps arabe est venu d'une conjugaison de facteurs qui tiennent essentiellement à la vulnérabilité des couches moyennes dans le monde arabe et à leur paupérisation, qui tient deuxièmement à l'impatience de la masse des jeunes auxquels les pouvoirs locaux, en général totalitaires, dictatoriaux, n'ont pas répondu à la demande de liberté, à la soif de liberté des jeunes. Et troisième facteur qui est important, qui va alimenter le processus, c'est le traitement de la question des minorités dans l'ensemble du monde arabe, qui est un traitement policier, un traitement répressif de la question des minorités. Ce qu'on retrouve un peu partout, que ce soit en Syrie, en Irak ou en Libye. Même en Égypte. Et Ammar Belhimer et l'Algérie dans tout ça, parce que, comme on le sait, l'Algérie a échappé à ce mouvement des printemps arabes qui a commencé en janvier 2011 en Tunisie. Beaucoup d'Occidentaux se posent la question, pourquoi l'Algérie y échappe? Quelle est votre réponse aujourd'hui? Il y a, pour deux raisons. L'Algérie a échappé à la régression du printemps arabe. D'abord parce qu'elle était immunisée après une dizaine d'années de ce qu'on a appelé la décennie noire. Donc c'est un corps social immunisé. Il sait ce que c'est que des mouvements qui se prétendent d'idéaux qui ne sont pas ce qu'ils sont en réalité. Donc immunisé après un conflit qui a duré 10 ans et qui s'est soldé par 10 milliers de pertes, humaines, matérielles, financières. Également immunisé parce que, après les premières tensions sociales de janvier 2011, si vous vous rappelez bien, il y a eu un conseil des ministres qui a dit il est temps qu'on renoue avec les réformes de 1990. Donc on a renoué aux réformes de 1990, avec les réformes de 1990, en entreprenant un travail législatif de mise à niveau et de mise à jour, et en promettant une ouverture du champ médiatique, en promettant davantage de liberté, en promettant... le bilan reste à faire pour ce qui est de cette promesse législative. Et troisième, la chose qui me semble importante et qui a permis à l'Algérie d'éviter le printemps arabe, c'est naturellement la commande publique. C'est-à-dire, comme on dit, quand on perd le nord, on cherche l'intérêt. On a acheté la paix sociale par la commande publique, par des emplois dans l'administration, par des transferts sociaux qui sont fondamentaux et qui ont probablement, j'allais dire, calmé la situation. Tant mieux. Il vaut mieux que la population profite de l'aisance financière que d'affecter ces moyens vers des transferts illicites à l'étranger ou des transferts, comme vous l'avez indiqué, à travers l'affaire des Panama Papers. Merci beaucoup, Ammar Belhimer, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous venez de sortir ce livre, Les Printemps du désert, aux éditions ANEP. Vous traitez les révolutions arabes. Vous êtes professeur de droit public à l'Université d'Alger et on peut vous lire chaque mardi dans une chronique sur le soir d'Algérie.